toutes et tous, en guise d'introduction, un chiffre, plus 15%. C'est la progression en un an du nombre d'incivilités dont sont victimes nos collègues au sein des réseaux d'agences. Progression fulgurante, les incivilités, il faut savoir qu'elles vont de la manifestation d'humeur à la violence physique dont sont victimes nos collègues. Alors, je vais vous parler assez rapidement de la banque de détail, de quoi il s'agit, la banque dans laquelle je travaille et dont vous êtes toutes et tous clients. Nous parlerons ensuite de la façon dont les banques font leur beurre, et puis de façon plus précise, comment elles font leur beurre sur vous. Ce qui nous permettra d'avoir une vision, en tout cas sous le prisme que nous connaissons et que vous connaissez aussi, puisque nous n'avons pas, si vous voulez, de vision privilégiée sur le modèle de la banque de détail en tant que représentant des personnels, nous pourrons échanger sur la façon dont fonctionnent les établissements. La banque de détail, c'est celle dans laquelle vous êtes client. La banque de détail, elle a pour vocation de collecter des dépôts, de fournir des crédits, des services et de vous accompagner normalement dans tous vos projets. C'est un métier qui est formidablement enthousiasmant, c'est un métier de contact humain. On rencontre des projets différents, des personnes toute la journée, ce qui permet d'avoir une variété de situations et de confrontations qui sont tout à fait normales. Les collègues, et je m'inclus dedans, aiment leur métier, c'est un métier qui est formidable. Néanmoins, le sentiment qui remonte aujourd'hui, de plus en plus de salariés des réseaux bancaires n'aiment plus la façon dont on leur demande d'exercer leur métier. Je le disais, c'est un métier qui est, si vous voulez, caractérisé par une forte intensité relationnelle, puisque dans la banque de détail, c'est l'humain qui fait la différence. Un livret A, c'est le même à la caisse d'épargne, c'est le même à la Société Générale, c'est le même à la Poste. C'est l'interlocuteur, le conseiller, qui va normalement faire la différence. La résultante de toute cette activité, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une banque. Alors pour une banque, c'est plus difficile puisque l'activité et sa rentabilité, elles se mesurent par un indicateur qui s'appelle le produit net bancaire. C'est un indicateur complexe qui comprend, par exemple, sur les intérêts, le PNB comprend les intérêts qui vont être encaissés sur les crédits, moins les intérêts qui vont être payés aux épargnants, et donc ne vont être retenus que les éléments nets. Dans le PNB, on retrouve aujourd'hui une composante que l'on estime majoritaire, ce sont les commissions. Parmi ces commissions, naturellement, les frais d'incident bancaire. Les commissions qui vont être payées aux prestataires et les commissions qui vont être encaissées des clients. Par exemple, pour une carte bancaire, la banque va acheter la carte bancaire à un façonnier. Elle va donc payer une commission à ce façonnier et la banque va facturer la carte bancaire à un certain tarif à son client et donc la différence, ce seront les commissions nettes. Alors le PNB, c'est un indicateur qui ressemble à une boîte noire. Mais c'est même pire, parce qu'une boîte noire, on arrive à la retrouver et on arrive à la décortiquer, à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le PNB, absolument pas. C'est le seul indicateur opaque qui nous est fourni sans que l'on puisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur en termes d'encaissement et de décaissement et de nature des activités entre les commissions et les intérêts. Le produit net bancaire. Produit net bancaire, tout à fait. Je fais bien de le faire préciser. Alors, on nous apprend en économie, et ça fait partie des basiques, qu'une banque, son chiffre d'affaires, il suit l'état de la conjoncture économique. Autrement dit, quand l'économie se porte bien, le chiffre d'affaires de la banque progresse. Lorsque l'économie se porte moins bien, le chiffre d'affaires de la banque est censé lui aussi être en repli. Est-ce que c'est ce que l'on constate aujourd'hui ? Pas forcément, et ça pose la question effectivement de l'anomalie du modèle économique de la banque de détail. Et la résultante de ce modèle, elle amène une rentabilité qui est très forte. Regardez les résultats qui sont annoncés annuellement par les établissements, ils se chiffrent non pas en millions, mais plutôt en milliards. Et en outre, les établissements qui sont cotés, qui sont donc propriété d'actionnaires, il faut savoir que ce bénéfice est voué pour moitié à retourner à l'actionnaire sous forme de dividendes. Alors il y a des discours qui sont relativement anxiogènes, notamment vis-à-vis du petit épargnant et du livret A. On nous explique qu'attention, le livret A, il a fallu changer la formule de calcul pour ne pas trop donner aux petits épargnants 0,75%. Si on leur donnait 1%, ça mettrait en péril le modèle de la banque, ça mettrait en péril le financement du logement social, et on agite cet épouvantail de façon récurrente. L'actionnaire, lui, alors je ne vais pas citer le nom parce que nous sommes filmés, je serais susceptible d'avoir des problèmes. J'ai regardé ce matin le cours d'une action et le dividende prévisionnel. La rentabilité de cette action, donc le dividende rapporté à son cours, me donne grosso modo une rentabilité de 7,5%.
Donc on explique aux petits épargnants qu'il faut qu'ils fassent preuve de modération, et d'un autre côté, la résultante des frais que vous payez aux banques est distribuée à 50% à un actionnaire qui, lui, attend 7,5%. Là aussi, c'est une anomalie. Mais les pouvoirs publics, malheureusement, ne s'en émeuvent pas. Alors c'est vrai que les actionnaires sont très gourmands, on pourrait même les comparer à des voraces. Intéressons-nous maintenant à vous, les usagers de la banque de détail. Qu'est-ce que vous payez? Alors la banque de détail, il faut savoir qu'elle fonctionne sur le modèle de subvention croisée. Autrement dit, vous ne payez pas tout, il y a encore des actes qui sont gratuit, et heureusement, je pense au chèque, pourvu qu'il reste gratuit le plus longtemps possible, et si possible indéfiniment, et il y a des services et des produits que vous payez à un coût supérieur à leur coût réel pour l'établissement, ce qui permet de subventionner ce qui est encore gratuit. Donc, principe de la subvention croisée. La tarification bancaire, on peut considérer que lorsque tout se passe bien pour nous, elle est relativement modérée. Alors elle est relativement modérée, on peut même si on est débrouillard aujourd'hui trouver des offres à 0 € par mois, et notamment sur les banques en ligne. Alors les banques en ligne, elles sont toutes pour la plupart propriétés de grands groupes. Soit elles sont intégrées à la maison mère, soit elles existent sous la forme de filiales. À une exception près, toutes les banques en ligne affichent des résultats déficitaires. Si les banques en ligne sont déficitaires, c'est-à-dire que c'est le propriétaire de l'entreprise qui, tous les ans, met au pot. Or, le propriétaire de l'entreprise, c'est la maison mère. Autrement dit, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que nous, attachés à la proximité, attachés aux conseillers, qui payons des frais de tenue de compte, qui payons notre carte, nous n'allons pas financer un modèle gratuit pour des clients opportunistes, et les transferts de clientèle génèrent en plus, potentiellement, des réductions d'effectifs dans les agences et aussi des fermetures. Ça fera l'objet de la deuxième table ronde, donc je ne m'immisce pas sur l'implantation géographique, qui est aussi un sujet relativement vaste et sujet à débat. Alors, en outre, on assiste à un phénomène qui s'est fortement développé, que l'on appelle dans le jargon la coproduction. La coproduction, c'est vous, client, qui faites ce que le conseiller faisait autrefois. Vous alliez, à l'époque, il y a quelques années de ça, faire un virement dans un établissement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le virement, vous êtes facturé, grosso modo, entre 2 et 3 €. Lorsque vous le faites sur Internet, il est gratuit. C'est vous qui effectuez le travail du conseiller. Néanmoins, vous n'êtes pas gratifié de la tarification à l'envers. Ce n'est pas vous qui êtes rémunéré, c'est une économie donc pour la banque. Et donc cette coproduction, elle a généré, en lien avec le développement de la banque en ligne, une réduction de la fréquentation physique des agences, c'est indéniable. Vous devez savoir aussi que les agences, même si la fréquentation a baissé, la charge de travail n'a pas diminué, puisque la fréquentation, elle se traduit aujourd'hui par de nouveaux canaux, et donc par le téléphone, le courrier électronique, avec le désir d'immédiateté que cela suppose. Un client, quand il appelle son conseiller, il veut l'avoir tout de suite. Et s'il n'arrive pas à l'avoir tout de suite, il rappelle une fois, 2 fois, il va laisser un message par mail et il va rappeler jusqu'à ce qu'il puisse tomber sur son conseiller, ce qui génère chez nous de grandes difficultés, notamment au titre des risques psychosociaux, puisque c'est assez difficile aujourd'hui d'être sollicité de toutes parts, tout en n'ayant toujours que 2 bras. Passons maintenant à savoir ce qui se passe lorsque vous êtes client d'un établissement et lorsque vous commencez à connaître des difficultés. Alors là, les choses sont telles qu'elles ont été décrites par Stéphanie, et notamment aussi à travers l'étude de l'UNAF qui est sortie l'année dernière, et j'aime beaucoup l'expression qu'avait utilisée Fabien Toquet, qui est le phénomène de la bouée en plomb. Vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir une tarification lourde, et cette tarification va aggraver les difficultés initiales. Et vous allez vous trouver dans une spirale infernale dont vous aurez le plus grand mal à vous sortir, même aidé. Je dis bien même aider parce que ce n'est pas le conseiller qui n'en aura pas la possibilité par manque de temps, par manque de formation. Et puis les conseillers, on ne leur demande pas d'aider les clients, ils ne sont pas là pour faire du social, on leur demande de vendre et de vendre. On ne leur demande pas d'aider les clients, ça ne fait pas partie de leur feuille de route, malheureusement, on peut le regretter, mais c'est ainsi. En tout cas, nous, on se bat pour que le conseiller soit un métier qui regagne ses lettres de noblesse, mais nous sommes dans la profession assez seuls et isolés sur cette thématique. On pourrait donc penser que la banque de détail, au-delà de la subvention croisée, fonctionne sur la base d'un modèle de solidarité inversée. Les clients en difficulté payent des frais très importants pour que les clients plus riches
puissent avoir des gestes commerciaux, des crédits immobiliers à bateau et une carte gratuite parce que quand on est un client important, eh bien, on a une capacité de négociation que l'on n'a pas quand on est un client en difficulté. Donc cette idée de solidarité inversée, je ne vais pas dire que c'est un fantasme, je ne vais pas dire que c'est une présomption. On ne sait pas puisqu'on n'a pas accès au modèle de la banque de détail et ça fait partie des éléments, des revendications que nous portons, nous, organisations syndicales, avec les associations de consommateurs, pour que les banques puissent nous ouvrir leur modèle économique qui est d'un secret absolu. Et vous doutez bien que si on ne veut pas que l'on mette le nez là-dedans, c'est qu'il doit y avoir des choses assez scandaleuses à l'intérieur. Et les conseillers dans tout ça, c'est l'objet de ma troisième partie. Donc, quand tout se passe bien, eh bien, ma foi, les conseillers accueillent les clients et les conseillent. C'est aujourd'hui beaucoup plus difficile puisque les effectifs sont en constante réduction alors que la charge de travail n'a pas baissé. Hein. Il y a des mouvements sociaux qui se déclenchent dans plusieurs réseaux qui ne sont pas nécessairement des mouvements sociaux déclenchés par l'aspect rémunération entre mes chefs, même si ça en fait partie. Ce sont souvent des mouvements sociaux qui tiennent à une première revendication, les conditions de travail, parce que les conditions d'exercice dans les réseaux sont aujourd'hui devenues très difficiles. Quand les difficultés surviennent, quel est le rôle du conseiller? Alors lorsqu'il y a des opérations en incident, le conseiller doit les traiter, et c'est l'objet de sa première tâche le matin. Il se branche donc au système informatique de la banque. Vous doutez bien qu'il va y avoir des alertes et un listing préétabli. Le conseiller ne va pas passer tous les comptes de son portefeuille, d'autant plus qu'il en a beaucoup, un à un. Non, il va avoir une alerte, un focus qui va lui dire voilà, tel compte, tel compte, tel compte, tel compte. Il y a des opérations qui placent la position en incident, c'est-à-dire au-delà de 0 dans le négatif s'il n'y a pas d'autorisation, ou au-delà de l'autorisation de découvert si cette dernière a été mise en place. Que fait le conseiller? Il ouvre le compte, il regarde les opérations, le solde, éventuellement il a connaissance du fonctionnement puisqu'il est censé connaître sa relation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit arbitrer entre deux positions. Je valide, je paye, ou je rejette. Alors s'il valide, cela donne lieu à la facturation d'une commission d'intervention par opération ayant placé le compte en incident. Même si on a vu que chez BPCE, visiblement, ils étaient beaucoup plus gourmands et que les opérations qui n'étaient pas en incident donnaient aussi lieu à une facturation. Ça, c'est pour l'entrée. Alors maintenant, si vous êtes vraiment en difficulté, le conseiller va appuyer non pas sur le bouton vert, mais sur le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est le plat de résistance. C'est le rejet. Le rejet du prélèvement et ou du chèque. Donc le rejet, qu'est-ce qui se passe? Donne lieu à facturation. Le montant des frais de rejet s'élève au montant du prélèvement plafonné à 20 €. Et pour les chèques, il y a deux plafonds, 30 et 50 € en fonction du montant du chèque. Passons maintenant au dessert, puisque la banque, en plus de prendre des frais de rejet, ne va pas s'arrêter là. Elle va également facturer l'envoi d'un courrier. Je crois que le montant moyen du courrier, c'est autour de 11, 12 ou 13 €. Effectivement, le papier a connu une inflation très forte et on peut comprendre que la tarification du papier et du courrier postal, puisque du coup c'est un courrier papier, justifie une tarification de 11 à 12 € par courrier. Donc le même incident, la même opération va donner lieu à la facturation potentiellement d'une commission d'intervention, de frais de rejet et d'un envoi de courrier. Donc ça, c'est si vous avez une opération d'incident. Si vous en avez 5 dans la même journée, vous voyez ce que ça peut faire. Ça peut très vite avoisiner des dizaines, voire des centaines d'euros. C'est un traitement qui est automatisé, puisque les conseillers, ils y passent un quart d'heure, 20 minutes. Alors, s'ils en ont le temps, et c'est de moins en moins le cas, ils ont la possibilité d'appeler le client pour voir quelles sont les possibilités de régularisation du compte. C'est de moins en moins le cas. Les conseillers, souvent, ils traitent ces opérations à toute vitesse, et a fortiori, s'ils ont déjà rejeté des opérations la veille, ils ne vont pas prendre le temps d'appeler le client, sachant que la position, on ne l'a pas évaluée, ils vont rejeter, et ça prend quelques secondes pour une tarification très élevée. Donc, il y a une véritable machine à cash derrière ce mécanisme de tarification des incidents, et c'est tout à fait scandaleux. On avait parlé au colloque de l'UNAF de pénélopage, si vous voulez, pour rendre hommage à Pénélope, c'est-à-dire c'est la faculté d'encaisser des sommes d'argent importantes pour un travail difficile à matérialiser. Quitte à ne pas faire grand-chose, autant être bien payé. Donc voilà pour le traitement des opérations en incident, avec en plus les dérapages qui peuvent intervenir au sein de certains réseaux qui ont fait marche arrière après avoir eu les honneurs de la presse grâce à Lionel, ici présent, et à ses équipes. Alors,
En matière de tarification, vous l'aurez compris, les conseillers agissent dans un carcan. Ce n'est pas eux qui décident de tarifer ou de ne pas tarifer, c'est automatique. Soit je valide, soit je rejette. Dans tous les cas, il y aura une facturation, des facturations même. Les conseillers, ils les subissent, ces mécanismes. Pourquoi ? Parce que ça ne fait plaisir à personne de se mettre en difficulté relationnelle ou de plomber un client. Ça, c'est une évidence. Les conseillers bancaires ont aussi un cœur. Et en plus, ils en sont les premières victimes, puisque lorsqu'il va y avoir une incivilité, l'incivilité, elle ne va pas se manifester à la Défense ou sur les grands boulevards. L'incivilité, elle va intervenir en agence, et c'est le conseiller qui a la relation, qui malheureusement va en faire les frais en premier. Les conseillers sont donc otages d'un système qui dégrade les relations, pris par des verrous informatiques, dont la profession nous dit qu'ils ont la possibilité de rétrocéder. C'est possible, parfois, sous certaines conditions, dans certaines limites. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il faut argumenter. Et pour argumenter, il faut avoir donc des billes. Autrement dit, un client standard, un client aisé, va avoir beaucoup plus de facilité à se faire rembourser les frais d'incident qu'un client qui est dans la difficulté permanente. Vous l'aurez compris, la capacité à négocier ici, elle est la même que dans les autres domaines de la consommation. Plus on est un gros client, entre guillemets, plus on peut négocier. Quand on est un petit, parfois on paye le tarif et on n'a droit à rien. Voilà. Au-delà de ça, une fois que les difficultés elles se sont malheureusement installées dans la durée, évidemment le conseiller ne peut plus rien faire, vous l'aurez compris, mais il existe un droit au compte qui permet d'ouvrir un compte ailleurs si le compte précédent était fermé, puisque le droit au compte, on n'a le droit qu'à un. Dès lors qu'on a un ancien compte, on ne peut pas le faire valoir. Le droit au compte, il faut savoir il existe depuis 1984. C'est quelque chose qui est normalement simple à mettre en œuvre, mais qui est rendu difficile dans ses conditions d'exercice en raison de pratiques dilatoires qui ont été très bien décrites par Bernard, où c'est la loi, mais malheureusement, la loi n'est pas appliquée, en tout cas pas de façon uniforme et partout. L'inclusion bancaire et ses dispositifs, de façon générale, elle demeure perfectible. On l'a bien compris, on voit le succès de la start-up, le compte nickel. Alors, est-ce que les clients qui vont ouvrir un compte auprès de cette fintech sont attirés par ses caractéristiques intrinsèques, le fait de pouvoir ouvrir un compte dans un bureau de tabac, de payer des frais qui sont plus élevés, alors qu'ils pourraient avoir les mêmes services, voire des services plus étendus, gratuitement auprès d'un établissement traditionnel? On peut se poser la question, à savoir si c'est effectivement les caractéristiques intrinsèques de nickel, ou si c'est les pratiques dilatoires qui poussent, contraints et forcés, cette population vers les bureaux de tabac, puisqu'ils n'ont plus accès, ils ne sont plus entendus, ils ne sont plus écoutés, ils ne sont plus considérés dans les réseaux traditionnels. Enfin, on a parlé de l'offre client fragile. L'offre client fragile qui est peu souscrite et qui va ouvrir droit à un plafonnement global des frais d'incident, comme nous le demandions. Mais malheureusement, cette offre, au-delà du fait qu'elle n'est pas sexy, qui a envie d'aller souscrire une offre client fragile, les banques la proposent peu, et elle est en plus proposée dès lors que les difficultés, elles se sont déjà produites. On vous propose automatiquement l'offre client fragile si vous êtes fichier, au fichier central d'échecs. Donc c'est un peu tard pour une offre qui est censée faire de la prévention. On vous la propose lorsque vous êtes fiché au fichier des incidents de crédit aux particuliers. Donc là aussi c'est un peu tard pour une offre qui a vocation à faire de la prévention. Ou alors selon des critères internes. Et alors là, les critères internes, les banques ont la liberté de fixer leurs propres critères. Donc elles peuvent dire en dessous de 1700-1800 euros, vous êtes client fragile, à 1801, vous n'êtes plus fragile. Donc ça pose des difficultés. Et si les clients qui s'estiment pour le coup fragiles souhaitent bénéficier de cette offre, on ne sait pas si les banques ont la capacité ou pas de la refuser. Visiblement, oui, c'est le cas dans certains réseaux. Tout cela pour vous dire que l'autorégulation proposée par le ministre, elle ne nous convient pas. L'autorégulation, ça marche quand il y a des bons élèves. Nous sommes face à un système composé de mauvais élèves, et les mauvais élèves, il faut les mettre sous surveillance. Et quand ça ne va pas, malheureusement, il faut les punir. Alors je suis assez fier de la position qui avait été prise par la CGT sur tous ces débats. Nous avons pu travailler avec les associations de consommateurs, l'UNEF au premier chef, l'INC, 60 millions de consommateurs, pour porter une vision d'intérêt général qui ne soit pas une vision corporatiste. Et oui, parce que vous allez trouver des organisations syndicales qui vont dire « mais si on baisse, si on plafonne les frais d'incident bancaire, et notre intéressement, et notre participation ?» Ça, c'est le modèle type du syndicat corporatiste qui se regarde le nombril.
La CGT n'est pas un syndicat corporatiste, donc agit dans l'intérêt des salariés, agit dans l'intérêt également de l'ensemble de la société. Et c'est là effectivement sa vocation universaliste. Et c'est dans cette poursuite universaliste que nous avions réclamé, avec l'ensemble des associations de consommateurs qui l'avaient souhaité, un plafonnement global de tous les frais d'incident bancaire. Et cette proposition, eh bien, nous continuerons à la porter avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager à nouveau dans la recherche de solutions meilleures pour tous. Je vous remercie.